et bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur l'ordinateur quantique. Je suis Hervé Regnault, je suis responsable de l'innovation au CIC Sud-Ouest et je suis co-réalisateur de ce webinaire avec le BIC qui va se présenter tout à l'heure. Je rappelle que vous pouvez récupérer tous les replays et les podcasts de ce webinaire sur notre chaîne YouTube en tapant CIC Sud-Ouest. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, nous sommes ravis d'être au BIC à Montpellier, où nous sommes reçus par Florent de Serres. Bonjour Florent. Bonjour. Nous sommes très heureux, l'équipe du BIC de Montpellier est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à Cap Oméga. Cap Oméga qui est une de nos pépinières, un des bâtiments de l'incubateur. Donc le BIC de Montpellier, c'est un incubateur de start-up. Depuis une trentaine d'années, maintenant plus de 30 ans, nous accompagnons des start-up dans leurs premiers pas et leurs premiers développements. Aujourd'hui, nous accompagnons 200 entreprises. C'est une équipe de 20 personnes qui accompagnent ces entreprises et qui les héberge dans plusieurs bâtiments, dont Cap Oméga dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et nous sommes très heureux de vous accueillir et d'accueillir les partenaires. On est toujours sur l'innovation. Le quantique aujourd'hui, c'est une innovation de pointe. Donc, c'est pour ça qu'on était très heureux de pouvoir être associés par le CIC, par les partenaires à ce webinaire. Merci Florent. Alors, pour parler ordinateur quantique, nous avons la chance d'accueillir nos 3 experts. Nous avons Jean-Michel Torres, qui est responsable des activités calcul quantique à IBM France. Nous avons Aïda Taudry, directrice de recherche au CNRS. Et enfin, Azedine Benabou, qui est ingénieur calcul scientifique chez Schlumberger. Alors, avec eux, on va essayer aujourd'hui de vous présenter qu'est-ce que c'est que l'ordinateur quantique, qu'est-ce qu'on peut en attendre, qu'est-ce qu'on peut faire avec, dans combien de temps, parce que certains disent que ça ne marche pas. Je vous fais déjà, je vous taquine, bien sûr. Et donc, on va essayer de comprendre, oui, tout ça, de vous donner quelques clés pour savoir si dans votre business, demain, vous avez un intérêt à vous y intéresser et quand, et à partir de quand. Alors, tout de suite, je passe la parole à Jean-Michel Torres, qui va donc nous dire qu'est-ce que c'est que l'ordinateur quantique et où est-ce qu'on est aujourd'hui de la technologie. Alors, merci. Merci pour l'invitation. Alors, effectivement, j'ai le plaisir de passer quelques minutes à vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette affaire d'ordinateur quantique et de calcul quantique. Alors, évidemment, le calcul quantique repose sur une histoire de la physique quantique. Et sur ce dessin, vous voyez 3 phases. Et l'enjeu est le suivant. Il est important de comprendre cette articulation. Il y a eu l'histoire de la physique quantique, la naissance de la physique quantique au début du XXe siècle, en fait. Et on se dirige vers ce qu'on appelle l'avantage quantique. Alors, l'avantage quantique, c'est le moment où l'ordinateur quantique pourra nous servir à des usages business, à des usages utiles, à des usages commerciaux, et où cet usage de l'ordinateur quantique dépassera, et de loin, c'est ce qu'on espère, les capacités d'un supercalculateur. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous considérons que nous sommes dans cette phase entre les deux où nous rassemblons autour d'un IBM Quantum Network, pour ce qui concerne IBM, nous rassemblons un ensemble d'acteurs qui va nous permettre de construire et d'aller vers l'avenir, de construire dans tous les domaines, je vais vous en parler un petit peu, et d'aller vers cet avantage quantique. Alors, sur la page suivante, en quelques mots, on n'y coupe pas, un petit peu de vocabulaire. Je ne vais pas vous détailler, ni vous expliquer, ni vous apprendre ce que cela veut dire, mais un petit peu de vocabulaire parce que c'est important. On va avoir une notion, en particulier cette notion du quantum bit. Alors, tout à fait à gauche, vous voyez cette petite flèche avec 0 et 1. Finalement, il faut se souvenir que les ordinateurs classiques travaillent avec le plus petit élément d'information, qui est ce qu'on appelle un bit, pour binary digit, et ce bit vaut 0 et 1. Et on est très habitué, on l'a même oublié. Eh bien, par contre, vous savez que vous avez des gigabytes, qui sont des gigabits x 8, ou des mégabytes ou des terabytes dans les ordinateurs. Il y en a beaucoup, et ils ont un certain fonctionnement. Dans le calcul quantique, on bascule complètement dans un autre monde. Il y a une analogie, c'est qu'on va appeler l'élément d'information le quantum bit, et ce quantum bit, il est très différent du bit habituel. Alors, encore une fois, je ne veux pas vous donner... En plus, ce sont des notions complètement étranges, complètement pas intuitives. Je ne vais pas trop aller dans le détail, mais juste
pour vous faire percevoir que ce qui va se passer avec l'ordinateur quantique, c'est une manière de penser l'information et donc le calcul complètement différente. Et donc notre quantum bit, que j'ai représenté ici sur une espèce de sphère, vous voyez qu'il peut se positionner et porter une information qui est différente de 0 et 1. C'est ce qu'on appelle la superposition. C'est-à-dire qu'il y a un 0, il y a un 1, certes, et quand on va mesurer, on va obtenir soit 0, soit 1 avec une certaine probabilité. C'est l'aspect hasard de la science, de la mécanique quantique. Et pour autant, il est dans une superposition. Alors, il y a mieux, et il est important d'avoir plusieurs qubits, parce qu'avec un qubit, on manipule une information, mais pour calculer, comme dans un ordinateur classique, il faut avoir plusieurs qubits. Alors, il y a mieux, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Alors, ça, c'est encore plus étrange. C'est le fait que lorsqu'on a préparé plusieurs de ces qubits, 2 ou plus, dans un certain état, eh bien, ce qui va arriver à un de ces qubits va influer immédiatement, par intrication, sur les autres qubits. Voilà. C'est à peu près ce qu'il faut comprendre. Et dans le fond, vous voyez que ces qubits, plus on en a, plus on atteint des espaces de calcul vastes. Alors ça, c'est une clé importante, c'est-à-dire qu'il n'en faut pas des millions et des milliards, quoique, mais il en faut plus d'un. Et c'est la clé de la construction actuelle des ordinateurs. Aujourd'hui, nous avons des ordinateurs quantiques avec quelques qubits. Quand je dis quelques, c'est 5, 20, 50, 65, bientôt quelques centaines. Mais ce chiffre qui paraît petit, en fait, cache un espace de calcul qui double de taille au fur et à mesure qu'on ajoute un qubit. Donc, en fait, l'espace de calcul, c'est en ça que l'ordinateur quantique est une promesse de dépasser assez rapidement les possibilités de calcul, dans certains cas, et nous allons le voir, des ordinateurs classiques. Alors, on voit, si on passe à la suivante, merci, on voit que l'ordinateur quantique, il existe déjà. Ça, peut-être que ceux qui approchent le sujet pour la première fois ne le savent pas, mais les ordinateurs quantiques, il y en a. Alors, ceux d'IBM sont accessibles dans le cloud, ceux d'autres constructeurs également, avec des modalités différentes. Ceux d'IBM assez directement et gratuitement et librement, vous pouvez utiliser dès aujourd'hui les ordinateurs, l'offre publique, donc une petite dizaine, enfin 9 actuellement, ordinateurs quantiques, de vrais ordinateurs quantiques, avec une taille que vous voyez qui est limitée, 1 qubit et 5 qubits. Et vous pouvez aussi utiliser gratuitement des émulateurs quantiques. Alors les émulateurs quantiques sont des ordinateurs classiques qui se comportent comme un ordinateur quantique, mais qui n'en sont pas un. Alors, on voit ici que j'ai mis 32 et 100 et 5000 qubits. Le vrai émulateur, il est à 32 qubits. Il est très difficile de faire des émulateurs de plus grande taille. Et vous voyez ici aussi apparaître la possibilité que lorsque nous avons des ordinateurs à 65 qubits, là, nous réalisons des machines qui ne peuvent pas être émulées. Alors 5000 qubits, en fait, ce sont des qubits avec des limitations. Ce ne sont pas des qubits qui ont toute la panoplie des actions qu'on peut attendre d'un qubit vrai sur une vraie machine. Alors un dernier mot sur ce dessin. On voit ici quelques photos. La plus à droite, on voit la machine presque dans son état normal. Au milieu, on la voit mais déshabillée. Alors, la technologie que nous avons choisie chez IBM, chez d'autres, c'est une technologie à supraconducteur. Alors, sur le petit dessin du milieu, elle est en bas et au milieu, c'est sur du silicium. Alors, ça présente un certain nombre d'intérêts sur le silicium, c'est que nous le maîtrisons bien dans l'industrie des constructeurs informatiques. On travaille ça depuis 50 ans, on sait très bien miniaturiser, on contrôle bien les processus de fabrication, et donc on est à l'aise avec ça. Il a aussi d'autres caractéristiques de temps de fonctionnement, on pense qu'on va pouvoir faire des chips avec beaucoup de qubits, et qui sont favorables. Il a aussi des caractéristiques qui sont défavorables. C'est pour ça que sur ce dessin, on voit que, dans le fond, l'avenir n'est pas encore tout à fait joué. Il y a les qubits, comme j'ai dit, supraconducteurs d'IBM et d'autres, mais il y a aussi des sociétés ou des industries et des académies, des universités qui s'intéressent à d'autres axes de recherche. Alors, je vais en signaler quelques-uns, on en voit plusieurs ici. Il y a en bas à droite, sur le petit dessin, ce qu'on appelle les atomes froids. Et là, il y a une société française, une start-up française, qui s'appelle Pascal.
alors Pascal avec un Q, parce que dans notre domaine, on met la lettre Q un peu partout, qui fabrique des machines, qui est en train de développer une machine avec des atomes froids. Bon, c'est un autre style de physique. Et puis une société française également qui s'appelle Candela, alors Candela avec un Q également, qui fait une machine avec des photons uniques. Et le photon est un objet quantique comme l'atome froid et qui permet de faire à peu près ce que nous faisons sur les machines d'IBM. Alors, pour vous le dire assez simplement, les avantages et les inconvénients, en gros, c'est que sur les atomes froids ou sur les photons, on est vraiment sur un objet qui est un pur objet quantique et il a, je dirais, une qualité intrinsèque qui est bonne. Il a une difficulté de passage à l'échelle et au contraire, le supraconducteur d'IBM là, et d'autres, lui, il a une qualité intrinsèque qui reste à améliorer, qui n'est pas aussi bonne, mais on voit mieux le passage à l'échelle. Donc voilà, les ordinateurs quantiques, ça existe. L'aventure technologique n'est pas terminée, elle est compliquée, mais elle est prometteuse. Dans quel délai tu penses que... Alors, on va le voir sur... je vais vous donner une illustration de ça quand je vais vous parler un peu de la feuille de route d'IBM. Le consensus, enfin, en tout cas, le message de pas mal d'industriels et celui d'IBM, c'est que dans la décennie, donc dans les années qui restent, 2020 à 2029 ou 30, la probabilité d'avoir un avantage quantique dans certains domaines est forte. Voilà ce qu'on peut dire de plus sérieux à ce sujet. Alors, pour maintenant voir une autre illustration de ce que... Merci. Comment on peut voir l'ordinateur quantique maintenant, non plus du point de vue technologique, mais du point de vue de l'utilisateur. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Alors, vous êtes un utilisateur et tout simplement, avec votre ordinateur portable ou pas portable, mais avec quelques lignes de Python, du langage de programmation Python, vous pouvez créer ce qu'on appelle un programme quantique ou un circuit quantique ou une expérience quantique. Pour moi, tout ça est synonyme. Et vous l'envoyez sur le cloud, très simplement. Alors, sur l'exemple d'IBM, sur le cloud IBM Computing. Et vous envoyez votre programme. À ce moment-là, il est pris en charge dans une file d'attente sur un serveur classique. Et là, il est compilé. Et il est même transpilé parce qu'on va opérer un changement de monde. On va passer d'un certain nombre d'instructions programmatiques à des instructions qui vont pouvoir être adressées au fameux qubit. Et ces instructions sont en fait pas des instructions, ce sont des excitations sous forme de micro-ondes qui sont générées par les appareils électroniques en haut de cette tour qui est au milieu. À ce moment-là, ces instructions sont orchestrées et envoyées sur la machine, vont jusqu'au qubit. Alors, j'ai oublié de signaler un petit détail en passant. Nous avons besoin, je crois que j'ai dit que les qubits étaient supraconducteurs, tout cet appareil en forme de chandelier, en fait, il est refroidi à une température extrêmement basse. Ce sont les conditions de travail. Ça fait partie du chemin technologique. Et puis, donc, le chip effectue les transformations qu'il y a à faire, calcule, renvoie le résultat. Les instruments électroniques reconvertissent ces signaux analogiques en données et vous recevez le résultat quelques secondes ou quelques minutes après, selon l'état de la file d'attente. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, maintenant, on va regarder sur la question précédente, c'est la feuille de route. Alors, celle d'IBM, elle est la suivante, et elle est très engageante. C'est intéressant d'ailleurs que IBM publie une feuille de route à assez long terme sur ce domaine du quantique. L'approche d'IBM, par ailleurs, elle est ouverte. Vous avez vu que les machines sont disponibles gratuitement. Je n'ai pas signalé, mais la librairie Python qui permet de travailler avec les ordinateurs quantiques, qui s'appelle Qiskit, elle est open source, donc elle est gratuite, utilisable. Vous pouvez même la modifier, faire des défauts. Et donc, sur la feuille de route également, IBM a une position assez ouverte et qui est la suivante. Alors, au fil des années, on voit qu'on a une croissance des machines en termes de nombre de qubits, mais il y a d'autres choses sur le dessin, je ne vais pas forcément tout détailler. Il y a aussi une amélioration de la qualité, et puis il y a tout un équipement programmatique, tout un équipement d'aide au développement qui va faire en sorte que, dans quelques années, finalement, les programmeurs n'auront plus trop à se préoccuper de exactement ce qui se passe au niveau du qubit, mais auront des manières d'aborder de plus en plus abstraites le calcul,
avec ce qu'on appelle des API ou des fonctions intégrées qui rendront ce décor, l'envers du décor un peu moins important, je dirais. Comme aujourd'hui, finalement, les programmeurs, certains, pas tous, mais la majorité des programmeurs ne se soucient pas trop de la taille du registre d'un processeur classique. Donc voilà notre feuille de route. Alors, ce qu'on y voit, c'est une espèce de croissance du nombre de qubits qui est un peu en forme de loi de Moore. Donc 27, 65. Cette année, nous attendons d'ouvrir une machine à 127 qubits. L'an prochain, 433. Et ça vient vite. Et là où ce qu'on prépare vraiment, c'est ce fameux chip ou ce fameux ordinateur avec un chip à 1121 qubits. Alors, quand on aura 1121 qubits sur un chip, c'est vrai que ça fait un espace de calcul très vaste, mais ça permettra de faire surtout autre chose dans un second temps, et c'est là qu'on n'est plus aussi précis. C'est après 2023, mais probablement dans la décennie, on va accumuler dans un système 1 millier de ces chips, et donc 1 million de qubits. L'idée qu'il y a là, c'est que ce qu'on fait avec ce million de qubits, c'est qu'on va faire en fait 1 millier de qubits parfaits, 1 millier de qubits logiques, 1 millier de qubits qui se corrigent, qui n'ont pas d'erreur, qui permettent de faire un calcul vraiment vaste et vraiment de qualité. Donc voilà la roadmap d'IBM, y compris donc, la machine avec 1 million de qubits qui permet un grand calcul et les manières d'agrémenter le SDK, enfin, le système de développement. Alors, pour s'approcher maintenant de la conclusion, et nécessairement, la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est bien beau, c'est de la recherche, c'est passionnant, c'est de la belle recherche, c'est de la belle science, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, une vue, c'est celle que je vous propose ici, c'est de regarder un peu, finalement, on peut proposer cette classification des styles de programmes qui commencent à émerger en informatique dans le calcul quantique. Alors, il y a 3 domaines, il y a la simulation. C'est une manière de programmer et qui s'adresse plutôt à la chimie et à la science des matériaux. Il y a aussi une autre manière de voir le chip quantique. En fait, quand on regarde le modèle et la théorie qui va autour, on voit assez facilement que c'est un moteur d'algèbre linéaire. C'est-à-dire que ça fait du calcul de vecteurs et de matrices, pas très rapidement, mais dans des tailles énormes. C'est-à-dire que vous avez des matrices avec 2 puissance 1000 colonnes. Aussi grand que ça. C'est inimaginable sur un calcul classique. Bref, de l'algèbre linéaire avec tous les cas qui sont écrits dessous. Et puis il y a un troisième style de programme qui est un peu plus quantique, qui fait un peu plus appel à ces notions d'intrigation et puis de calcul en parallèle, tout se fait en même temps, qui est le troisième volet ici. Alors, pour traduire ça dans un langage beaucoup plus je dirais, facile à appréhender, enfin qui parle plus aux gens du métier, on va voir un petit peu dans la suite, voici un certain nombre d'exemples de ce que la recherche algorithmique aujourd'hui regarde. Alors vous voyez, il y a des exemples en particulier dans le domaine financier. C'est vrai qu'on voit aussi les noms qui sont à côté, parmi les noms qui sont à côté, des institutions financières. Il y a de nombreux cas d'usage qui correspondent à ce que le calcul quantique pourra faire, mais aussi dans la logistique, dans l'optimisation d'une manière générale, et puis dans la science des matériaux. Alors, je souhaite juste, par exemple, pour faire briller les yeux, si nous arrivions à faire un matériel qui, avec Daimler, la recherche avec Daimler sur les batteries électriques, les batteries des véhicules électriques, qui pèsent moins lourd, qui ne nécessitent pas d'aller miner de l'iridium en Afrique, eh bien, vous voyez à quel point cette technologie peut être une technologie de rupture et amener de vrais changements dans notre monde. Voilà. Et donc, la position d'IBM avec ses axes de recherche, c'est celle d'un partenariat. Alors, on voit sur le dessin suivant ce qu'on appelle le IBM Quantum Network. En fait, comme je l'ai dit, nous ne travaillons pas tout seuls. Le domaine du calcul quantique est extrêmement ouvert. Et notre travail, ces dernières années, a été d'agréger autour de nous les partenaires industriels, les partenaires académiques, les universités. Vous voyez qu'elles sont nombreuses. Il y a l'université de Montpellier, pour faire progresser cette science et arriver enfin à ce que j'appelais au début l'avantage quantique.
Je vous remercie pour votre attention. Et... Merci beaucoup Jean-Michel, c'était très clair. Alors on parle justement, c'est bien, tu nous as fait un pont avec Aïda, puisqu'on tu parlais de recherche, d'application, tu parlais aussi d'écosystème. Nous, on est effectivement venus à Montpellier parce que c'est un des cœurs de la recherche sur le quantum. Et on est heureux donc d'accueillir Aïda, qui est directrice de recherche au CNRS, et qui va nous parler justement un petit peu de cet écosystème. Il va nous parler aussi du rôle de l'université dans les recherches d'applications concrètes. Donc Aïda, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. En fait, ça fait une très bonne suite de ce que Jean-Michel a déjà expliqué. Peut-être je vais commencer un petit peu avec une petite historique sur le quantum. Et aussi, c'est important de voir comment on est arrivé là. Les dernières 60 années, on a cette fameuse loi, de loi du Moore qu'on a dans l'électronique. On a continué à mise en échelle beaucoup de transistors sur les composants. Et on arrive à point que maintenant, les transistors sont si petits dans l'échelle nanométrique. Et en fait, c'est une simple électron qu'on est en train de manipuler pour faire des opérations de fonctionnalité électronique. Et ça vient dans le domaine quantique. Et si on va dans le prochain slide, on voit un petit peu que la théorie du quantum sur la partie informatique de quantum science, ça existe depuis le début des années 1927-30, avec l'explication de qu'est-ce que c'est cette théorie, qu'est-ce que c'est par exemple le principe de uncertainty pour comprendre un petit peu les comportements des atomes. Et ça nous revient jusqu'à le jour d'année actuelle, qu'on est en train de voir comment implémenter toute cette partie théorique dans le hardware pour mettre en place un processeur quantique qui fonctionne avec toute cette fonctionnalité qu'on a développée les dernières années dans l'informatique et aussi dans la physique fondamentale. Dans le prochain schéma, je voudrais juste rappeler qu'est-ce que c'est comment on fait les calculs en quantique. La différence de calcul classique avec le calcul quantum, c'est le fameux qubit and also le classical bit. Dans le classical, la manière qu'on fait les calculs dans le classical, c'est d'utiliser deux états très discrets, 1 ou 0. Qu'est-ce que ça change dans le quantum? C'est d'avoir un état encore plus des états, par exemple, parce qu'on a cette position de spin d'électron dans une sphère, comme c'est vu dans le schéma, qu'on l'appelle le block sphere. Et dans le block sphere, on a cette opportunité d'avoir l'électron, le spin d'électron dans plusieurs états. Ça permet d'avoir un parallélisme dans la manière qu'on fait les calculs. Et deux principes les plus importants dans le calcul quantique, c'est la superposition, et ça veut dire que le spin de l'électron, ça peut être en bas ou up or down. Et aussi l'entanglement, ça veut dire que deux atomes, ou le spin des électrons, ça peut être aussi intriqué. Et ça permet de faire beaucoup de choses intéressantes qu'on ne peut pas faire avec une bit classique. Par exemple, dans le prochain schéma, pour montrer, par exemple, quel est l'avantage, où ça vient de ce parallélisme, si on a, par exemple, dans le classique, on a deux états 0 et 1, dans le quantique, on a toute cette opportunité d'avoir plusieurs états en parallèle parce que c'est une probabilité que ça peut être dans plusieurs états en parallèle. C'est ça qui ça vient, c'est intéressant. Par exemple, si on prend une classique 3 bits, on a 8 états. Mais dans le partie quantique, on a 8 états, mais chaque état aussi, il y a plusieurs probabilités. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir ce parallélisme en même temps, d'explorer beaucoup plus des états en parallèle. Qu'est-ce que cette notion fondamentale, qu'est-ce que ça représente? Par exemple, on va dans le schéma suivant. On prend un exemple. Par exemple, j'ai une liste avec N différents items, en différentes listes des choses que je voudrais faire une petite recherche.
Si j'utilise un algorithme qui s'appelle Groover, avec un processeur classique, il faut que je regarde dans cette liste, chaque item une par une. Et ça, il faut faire divisé par 2 types de différents cherches dans cette liste, dans cette database. Si j'ai un quantum computer, je peux faire ça d'une manière encore plus rapide, mais avec une racine carrée. Ça permet d'avoir une efficacité de comment je peux faire le processing de cette database, le temps que ça va me prendre. Et si on fait juste un petit exemple de comparaison, si j'ai une database avec de données 1 trillion, par exemple, et pour chaque donnée, il me prend 1 microseconde à regarder. Avec un computer classique, ça me prend 1 semaine. Mais avec un computer quantique, ça va prendre 1 seconde. Grâce à cette puissance algorithmique et aussi la manière qu'on fait le calcul. Avec un computer quantique de combien de qubits? Parce que oui, ça c'est dans une manière très théorique encore. Donc ça c'est théorique à partir de dans 10 ans, dans 20 ans? Oui, dans 10 ans, quand on a des milliers de qubits disponibles dans un processeur. Ça c'est encore théorique fondamentale. Maintenant, pour faire le lien très bien sur le prochain, pour faire le lien réellement où on est, pour faire tout ce calcul, pour voir qu'est-ce qui sont les plateformes technologiques. Mais Jean-Michel a déjà expliqué la première partie, qui c'est le superconducting qubits, que IBM, Google, Rigetti, D-Wave sont en train d'explorer. Mais il y a plusieurs autres types de plateformes technologiques. Par exemple, les ions piégés, qui sont en train d'être très aussi compétitifs avec IonQ ou Honeywell. Intel, ils sont en train d'explorer, par exemple, en silicon, parce qu'on connaît très bien le silicon platform sur les silicon qubits. Il y a aussi des autres plateformes compétitives, par exemple avec Microsoft ou Diamond, parce qu'il y a plusieurs technologies en parallèle qui sont en train d'avoir une compétition entre eux. Ce n'est pas encore qui va gagner, mais c'est tout en même temps en train d'explorer. On est en train de développer, c'est très intéressant parce que c'est la première fois dans l'électronique et on est en train de voir un développement de la technologie, de la hardware en parallèle avec le software. Toute la partie algorithmique aussi. Quand le hardware, ça va être prêt, quels sont les algorithmes qu'on peut les exploiter? C'est très intéressant. La première fois dans les technologies électroniques et on est en train de faire les deux en même temps. Parce que d'abord, on avait le hardware. Après, on avait le software pour l'exploiter. Si on va dans le schéma suivant, c'est juste pour montrer les différentes couches dans un processeur quantique. Il faut montrer juste le processeur quantique, c'est tout au fond là et ça existe dans une température très très basse, 15 millikelvin, que c'est encore plus froid que dans l'espace par exemple. C'est vraiment, on a besoin de fridge. Congélateur. Voilà, c'est le congélateur. Voilà, exactement, pour permettre d'avoir cette température très basse pour fonctionnement, pour avoir manipulé les électrons. Mais il faut le dire aussi que le processeur quantique, ça ne va pas être tout seul. Il va être en fonction avec aussi un processeur classique. Ça va être un système hybride, en fait. Si on voit les plusieurs couches pour les contrôler, pour les manipuler, aussi pour faire toute la partie mesure. Et aussi, dans le prochain schéma, par exemple, ça montre aussi les différentes difficultés ou les défis que chaque technologie, il faut faire aussi pas mal de développement. Comment, par exemple, Jean-Michel a dit, on a un problème d'avoir des qubits qui se sont parfaits. On a des qubits qui sont un peu erronés. Pour améliorer la fidélité ou le comportement des électrons, on a encore des chemins à faire sur cette partie décohérence. Pour nous, ça veut dire pour combien de temps le qubit peut avoir son état. Pour combien de temps cet état, superposition ou entanglement, intrication, ça peut durer. On a encore du chemin à faire dans la partie développement fondamental des composants quantiques. Après, dans le prochain, il faut aussi voir qu'il y a toute cette partie électronique classique qui fait le contrôle, comment on peut les manipuler aussi, comment on peut faire toutes les mesures, parce que le moment qu'on fait en mesure, on détruit aussi l'état. Comment on peut faire ça d'une manière que ça ne détruit pas. Il y a toute cette partie électronique cryogénique aussi, parce qu'il faut exister dans des températures très très basses qu'on est en train de développer. Et dans le prochain schéma aussi, on voit un petit peu tout le système, toutes les différentes couches de système.
il y a aussi cette partie, comment on fait la conception d'un circuit quantique. Comment on va d'une conception de circuits classiques qu'on connaît et maintenant les adapter pour les conceptions des circuits quantiques et en même temps, on peut mitiger ce comportement erroné des qubits. Voilà, ce sont des axes de recherche actuels qu'on est en train de développer chez nous aussi. Et dans le prochain, je voudrais bien dire quelques mots sur le hub. Jean-Michel a expliqué avec le IBM Network dans le quantique, on est une membre de cette network. On a créé un écosystème ici aussi à Occitanie. On l'appelle ça Quantum parce que c'est l'université de Montpellier qui est le leader de cette Quantum Hub et on est soutenu par la région. Et aussi, on a créé cet écosystème qui permet plusieurs laboratoires de recherche de CNRS aussi de l'université, aussi en collaboration avec l'industriel, par exemple, ça va être un petit peu évoqué tout à l'heure, de permettre d'avoir cet échange, par exemple, comment on peut transmettre cette recherche fondamentale avec les cas réels et aussi applicatifs qui sont intéressants pour l'industriel. Par exemple, toute cette partie algorithmique, comment on peut comment ça peut être, on développe des algorithmes qui ça peut être intéressant pour des cas réels. Dans le Quantum Hub, on a 5 focus ou pillars qui on donne importance, c'est sur l'éducation, pas mal de formations pour les masters. On a créé déjà des différents trainings, des formations, des workshops, des hands-on pour permettre d'avoir cette initiation, comment on programme en quantique. Après, il y a toute cette partie, comme je dis, et un écosystème collaboratif pour permettre, avec les laboratoires de recherche aussi, IBM, Montpellier et aussi les différents acteurs industriels. En même temps, on a accès qui c'est important pour nous, le processeur quantique, et ce sont dans le cloud, comme Jean-Michel a évoqué tout à l'heure. C'est très important qu'on essaye, quel est l'intérêt, en fait, de tout cet algorithme quand on les simule ou les exécute dans les vrais processeurs quantiques. Voilà, pour montrer un petit peu l'avantage. C'est très intéressant cet écosystème. Les thématiques qu'on est en train de voir, c'est dans la partie combinatoriale, sur les problèmes combinatoriques, parce qu'on est en train de développer tout cet algorithme pour faire l'optimisation grâce à le processeur quantique. L'autre thématique, c'est pour nous aussi, c'est le post-quantum, c'est la cryptographie. Et l'autre thématique, c'est sur résoudre des systèmes linéaires, que ça peut être très intéressant pour faire des simulations, par exemple pour la chimie quantique, et aussi même pour des autres systèmes linéaires, que ça peut être intéressant pour la finance ou pour les autres, par exemple pour la logistique. Quelle est la puissance de quantique? C'est on peut formuler n'importe dans quel domaine il vient, on peut la formuler d'une manière mathématique, que ça peut être adressé avec un processeur quantique. C'est ça la puissance. Et il faut, pour faire cette transition de la fondamentale quantique dans un cas applicatif, il faut comprendre quel est le problème, par exemple dans la finance ou dans la logistique, les gens veulent, par exemple, résoudre. On peut la formuler ça mathématiquement et que ça peut être adressé avec les processeurs quantiques. Et aujourd'hui, j'imagine qu'il y a déjà des pistes, des axes de travail. Vous avez quand même des idées sur les premières applications. Ça serait dans quel secteur? Très bien. J'ai quelques illustrations, par exemple, des thèses en cours avec l'industriel, par exemple, dans la prochaine slide. Ça, c'est par exemple avec Fairfax et Total. On est en train de voir, par exemple, les algorithmes dédiés à résoudre des systèmes linéaires à grande échelle. Et pour Total, ça, c'est intéressant parce que chez eux, ils ont cette besoin d'avoir une manière de simuler des choses qu'ils n'ont pas capables avec les processeurs classiques. Dans la prochaine illustration, par exemple, on est en train de faire toute cette partie compilation. C'est une design flow, c'est une plateforme de conception pour permettre de faire compilation pour les circuits quantiques. Voilà des deux thèmes qu'on a démarré. Aussi, il va y avoir 2 axes aussi sur la partie optimisation après, que ça va être aussi évoqué. Et dans les prochains schémas, je voulais juste
peut-être donner une petite idée de l'écosystème global. Ça, c'est pas que chez nous, hein, et ça est en Europe aussi au niveau mondial. Juste pour vous donner un petit peu l'idée de financement que c'est en train de se faire dans les différents pays sous la quantique. C'est très intéressant. Il y a cet axe académique, mais aussi il y a cet axe aussi de écosystème qu'on est en train de développer. Hein, et il y a pas mal de différents acteurs académiques et aussi industriels qui sont mis dans cet écosystème quantique pour voir quel est l'intérêt, l'avantage quantique dans leur cas d'usage. Aussi, je voudrais juste peut-être clôturer avec ce cas applicatif parce que c'est très important. Hein, ce n'est pas que pour nous pour la recherche fondamentale, mais il y a comme je dis, cet intérêt d'avoir dans les différents axes applicatifs. Par exemple, dans la logistique ou dans la finance, ou par exemple même dans la médecine personnalisée, parce qu'on a plus en plus cette besoin de faire des calculs très intensifs qu'on ne peut pas les faire avec, comme je dis, avec les processeurs classiques actuellement. Dans les différentes pistes, même dans la sécurité, dans la crypto, il y a pas mal d'intérêt dans les différents domaines applicatifs et on est en train de voir comment tout cet algorithme qu'on est en train de développer, ça peut être adapté à des cas d'usage très concrets pour l'industrie. Et et le hub qu'on a mis en place, Quantum, ça peut être un point commun parce que c'est cet écosystème collaboratif qu'on a mis en place. Donc voilà, quelques mots sur l'écosystème et aussi qu'est-ce qu'on fait chez nous à l'Université de Montpellier. Très bien, merci beaucoup Aïda, merci beaucoup. Alors, il y a déjà beaucoup de questions qui arrivent, on va les traiter après si vous voulez bien. Je voudrais qu'on écoute maintenant Azzedine Benabou qui, lui, est en cas d'usage puisqu'il travaille chez Schlumberger et il réfléchit et il travaille déjà depuis de nombreuses années. Enfin, vous allez nous dire tout ça, Azzedine, parce que justement, depuis combien de temps vous travaillez chez Schlumberger sur l'ordinateur quantique? Bonjour, merci pour l'invitation. En fait, chez Schlumberger, moi, je suis responsable de tout ce qui est calcul scientifique et calcul numérique. Donc, mon rôle, c'est de faire des modèles en fait du sous-sol pour l'exploitation pétrolière. Et pas que l'exploitation pétrolière, parce que là, aujourd'hui, on fait aussi tout ce qui est énergie nouvelle. Depuis quand je travaille sur le Quantum? Depuis qu'on a rencontré les gens de IBM, qui sont nos voisins en fait sur le site à la Pompignane à Montpellier. Et donc, les gens de IBM nous ont fait une présentation gentiment de cette technologie. Et depuis, moi, ça nous passionne en fait cette technologie. Et c'est la faute à Jean-Michel qui nous a piqué par cette technologie parce que la présentation était vraiment, l'initiation était vraiment très, très agréable. Aujourd'hui, nous nous intéressons, nous, en tant que Schlumberger, à cette technologie sur deux axes. Et je vais les expliquer si vous me donnez un petit peu de temps. Le premier axe, c'est tout ce qui est incertitude, et donc analyse et quantification de l'incertitude. Et le deuxième axe, ça a été évoqué un petit peu avant, c'est tout ce qui est scalabilité. Donc ce terme, qu'est-ce que ça veut dire la scalabilité? C'est la mise à l'échelle en français. Ça veut dire que lorsque vous avez un système ou un modèle qui fonctionne pour un système de taille n, si vous doublez, la taille de vos paramètres, comment votre modèle, votre système va réagir. Donc, par rapport à l'incertitude, je vais insister peut-être un petit peu beaucoup sur le principe de superposition. Ça, c'est les gens, en fait, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de ce principe-là parce que il y a un changement de paradigme, en fait, qu'il faut que ça soit opéré dans la tête des gens parce que ça, c'était la première erreur que moi j'ai faite lorsque j'ai commencé dans tout ce qui est quantum, c'est que j'avais toujours cette tendance à vouloir comparer un ordinateur classique avec cette nouvelle technologie. C'est très humain, hein, on se compare par rapport à ce qu'on connaît. Mais en fait, c'est une erreur parce que la technologie quantum, c'est un changement de paradigme. L'exemple très très parlant, c'est dans un ordinateur classique, on a des bits et l'information est stockée sous forme discrète. Donc, c'est soit 0, soit 1. Alors, dans un ordinateur quantique, l'information est un continuum en fait. Donc, c'est 0 et 1 en même temps.
Donc là, je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris. En tout cas, moi, je suis perdu. Comment on peut être à la fois 0 et 1 mystère. Mais bon, je comprends que c'est très compliqué. Je comprends que ça permet plein de choses nouvelles quand même. Ce que tu disais sur l'incertitude, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus en quoi ça apporte quelque chose de nouveau par rapport à… Parce qu'on avait déjà les probabilités, on avait déjà les statistiques du temps de l'ordinateur classique. Qu'est-ce qu'apporte l'ordinateur quantum par rapport à ça? Des nouvelles possibilités, capacités de calcul? Prenons un exemple où j'ai un système dans lequel j'ai n paramètres. D'accord? Tous mes paramètres sont incertains. Mais je connais un intervalle. Pour chaque paramètre, je connais l'intervalle dans lequel varie ce paramètre. D'accord? Donc, dans un ordinateur classique, ce qu'on fait, on fait des scénarios basés sur des concepts métiers. Donc, on fait des scénarios dans lesquels on va varier chacun des paramètres. On va lui donner des valeurs discrètes dans l'intervalle. On va dire, par exemple, entre 0 et 100, on va prendre 10 valeurs dans cet intervalle. D'accord? Et ça, pour chacun des paramètres. Et on va créer autant de modèles qu'on veut avec. Mais par contre, pour chacun des paramètres, on n'a qu'une valeur, on n'a qu'un certain nombre de valeurs pour chaque paramètre. Et on va avoir l'espoir qu'on a exploré tout le chemin du possible. Donc tous les modèles possibles. C'est ça ce que un ordinateur classique aujourd'hui fait, c'est que dans un espace qui a un très 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 grand nombre de modèles possibles, on va explorer finalement une infime partie. Et on va considérer que peut-être que parmi les modèles qu'on a explorés, peut-être qu'il y a le modèle qu'on cherche. La solution qu'on cherche, elle est peut-être, et j'insiste sur le peut-être, elle est dans les modèles que nous avons explorés. Alors que dans un ordinateur quantique, ce qui va se passer, c'est que pour chacun des paramètres, c'est pour ça que j'ai dit le continuum tout à l'heure, pour chacun des paramètres, en fait, je ne donne pas de valeur. Je ne donne pas une valeur discrète. C'est le principe de superposition me le permet déjà. Je ne donne pas une valeur discrète, en fait. Je programme mon ordinateur de telle sorte que pour chacun des paramètres, je dis juste que c'est entre 0 et 100, par exemple, pour le paramètre dont on a pris la valeur, l'exemple tout à l'heure. Et en fait, à la fin, et là, c'est là, je laisserai peut-être Jean-Michel en dirait un mot tout à l'heure, par rapport à la mesure, c'est qu'à la fin, les algorithmes quantiques, leur rôle, c'est justement de maximiser la probabilité de la solution qu'on cherche, de la solution optimale. Parce que pour chacune des valeurs, au départ, ils ont une probabilité EQ probable, on va dire, mais à la fin, le rôle des algorithmes quantiques, et ça c'est humain, ce n'est pas la machine qui va le faire, c'est à nous de le faire, c'est de comment maximiser la probabilité de la bonne solution. De telle sorte que lorsqu'on mesure à la fin, parce que lorsqu'on mesure à la fin, on n'a qu'une seule valeur, on n'a pas toutes les possibilités. Voilà. Et le rôle des algorithmes quantiques, c'est de trouver justement, maximiser cette probabilité. Ça, pour le principe de la superposition, il y a un film, Next, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais avec Nicolas Cage, et dans lequel, enfin, c'est le fameux exemple qu'on donne toujours pour cette histoire de superposition. C'est à la fin, presque à la fin du film, on voit en fait Nicolas Cage rentrer dans un building et il cherche un terroriste dans le building. Et le building, c'est comme un labyrinthe en fait. Il doit chercher partout. L'avantage de personnage en fait de Nicolas Cage dans ce film, c'est qu'il a une minute ou deux. Il voit en fait une minute ou deux dans le futur par rapport aux autres. Et il a un autre avantage, c'est qu'il peut se démultiplier. Et donc, à chaque fois dans le labyrinthe, il arrive dans un carrefour et il se démultiplie en fait. Donc, c'est une seule personne, mais il a tous les états possibles. Il a tous les. Je ne sais pas si c'est clair en fait l'exemple, mais en tout cas, c'est une seule personne
mais dans cette personne-là, il y a autant de copies qu'il y a de chemin dans le labyrinthe. Voilà. Et dans le film, en fait, on le voit trouver la personne recherchée en un temps encore. Moi, je trouve vraiment que cet exemple-là, c'est l'exemple très, très parlant pour cette histoire de superposition. En 2-3 minutes, par rapport à la scalabilité, ça a été évoqué tout à l'heure par Aïda et par Jean-Michel, par rapport à la résolution d'un système linéaire de grande taille. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Nous, à la fin en fait, de nos algorithmes, on a un système linéaire à x égale b dans lequel on cherche le x. Oh, c'est juste une résolution d'un système matrice vecteur. Un ordinateur classique, je vais prendre un exemple. L'ordinateur que j'utilise moi aujourd'hui, mon ordinateur portable, il a une capacité de 3 GHz. 3 GHz, pour les gens qui ne sont pas dans le domaine, ça veut dire qu'il est capable de faire 3 milliards d'opérations par seconde. Bah, on dit que c'est déjà très impressionnant, 3 milliards d'opérations par seconde. C'est pas mal, mais si j'avais 63, un système de 63 qubits aujourd'hui sur un ordinateur quantique, et que je voulais faire ce que théoriquement je suis capable de faire dans un ordinateur quantique par mon ordinateur classique. Ben, en fait, ça va prendre pour mon ordinateur qui a 3 GHz, donc 3 milliards d'opérations par seconde, ça va lui prendre à peu près un siècle de faire ces opérations-là sur les 63 qubits. Et en mémoire, il y a aussi ça dont on parle peu, mais vu qu'on est en exponentielle, donc 2 puissance 63, c'est à peu près un hexaoctet. Hexaoctet, il n'y a personne en fait aujourd'hui qui a une machine de 1 hexaoctet, parce que un hexaoctet, c'est 1 million de téraoctets. On voit un peu la puissance que ça peut potentiellement donner. C'est quelque chose de très, très puissant. Juste avant de passer aux questions, parce qu'on est déjà un petit peu en retard, juste quels conseils tu pourrais donner à une entreprise qui se dit, par exemple, moi, je suis dans le transport, je vois très bien un petit peu les applications, mais je ne sais pas par quelle boule prendre, à qui je m'adresse, qu'est-ce que je dois faire comme démarche, est-ce que j'embauche quelqu'un déjà, est-ce que je m'inscris dans une association, est-ce que je vais voir IBM? Quels sont tes conseils? Voilà, 2-3 conseils que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont intéressés par un techno. Bah, je ne sais pas en fait si je peux donner des conseils, mais en tout cas, moi, mon témoignage par rapport à l'expérience qu'on a eue, c'est les contacts qu'on a eus avec les gens de IBM. Et après, bien sûr, et l'université de Montpellier, mais on a pris aussi le temps en interne de se former sur cette technologie. Et on ne peut pas dire que Internet n'est pas fourni dans ce sujet. Lorsque vous tapez quantum computing sur YouTube, vous pouvez passer des jours et des jours à regarder et à visionner ce que cette technologie est capable de faire. Très bien. Alors, on va passer aux questions. Alors, juste, est-ce qu'on peut me remettre les questions du début? Alors, il y a plein de questions sur la crypto, il y a plein de questions sur, effectivement, la possibilité de craquer des codes, parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est quand même un joujou pour les hackers, ce truc-là. Nous qui sommes dans la banque, effectivement, on n'est pas très serein, parce qu'il paraît que l'ordinateur quantique permettra… Alors, peut-être, Jean-Michel, tu veux répondre là-dessus. Oui. Est-ce que l'ordinateur va permettre de casser tous les codes, et donc, en particulier, ceux des cryptages, je dirais, des cartes bleues, etc., pour la banque? Alors, merci. Oui, c'est la question un peu classique, sans mauvais jeu de mots. Est-ce qu'on peut tourner le micro, par contre? Sur le quantique. Parce que en 1994, un certain professeur Shor au MIT fait une démonstration mathématique et dit, voilà, l'ordinateur quantique va pouvoir résoudre un problème qui, en quelques secondes, de manière exponentiellement plus rapide qu'un ordinateur classique. Et notre chiffrement, aujourd'hui, SSL,
RSA est basé sur un problème qui est très facile dans un sens, c'est la multiplication, et très difficile au sens, il faut des siècles ou des millions d'années, dans l'autre sens. Et donc, les gens qui abordent le sujet du calcul quantique, ils ont ça en tête. Il y a un danger pour la cryptographie. Alors, oui, c'est vrai, la démonstration de M. Shor, elle est là, c'est une démonstration de maths, on ne peut pas la renier. Pour autant, l'estimation, c'est que pour agir sur des clés RSA telles qu'on les utilise aujourd'hui, il faut des millions et des millions de qubits. Alors, moi, j'explique que IBM va fabriquer une machine à millions de qubits, c'est encore beaucoup, beaucoup trop petit. Et de toute façon, ce n'est pas l'intérêt d'un ordinateur classique, d'un ordinateur quantique, pardon, avec des millions de qubits, d'aller trouver le PIN code de ma carte bleue. C'est démesuré. Ça n'a pas d'intérêt. Alors, pour terminer là-dessus, en même temps qu'il y a ce pavé dans la mare qui a attiré beaucoup d'intérêt, en particulier les États, les institutions financières, parce qu'il est hors de question que l'Internet ne soit plus sécurisé. En même temps, en fait, les technologies quantiques apportent d'autres vues. Alors, il y en a deux. C'est un peu lointain, mais bon, la fabrication de nombres aléatoires purs, non biaisés, donc inattaquables, qui servent à faire de la cryptographie, et puis la communication quantique, qui, elle, est fondamentalement sûre. Fondamentalement sûre. Donc, on pourra communiquer, d'ailleurs, ça existe déjà, hein. Les Chinois ont annoncé ça, un réseau entre des villes, donc ils ont fabriqué un réseau de communication quantique de clés cryptographiques. Et puis, il y a, pour finir, je suis désolé d'être un peu long, il y a aussi, bien sûr, à tout poison une réponse, et pas forcément quantique, là pour le coup, mais il y a ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique. Donc, je dirais, il suffit de faire une autre méthode, ce problème difficile de multiplier et de trouver des facteurs multipliants, ben, il y a d'autres possibilités de faire de la crypto, et ça s'appelle la crypto post-quantique. Très bien, merci beaucoup. Juste, alors il y a une question sur le recrutement des entreprises. Est-ce que la technologie peut aider à recruter, à sélectionner les meilleurs candidats? Est-ce que vous, à Schlumberger, vous envisagez ça comme use case? Ou est-ce que c'est pas vraiment… Ouais, c'est un problème finalement c'est un problème d'optimisation, de trouver là le candidat qui vérifie certains critères. Là aujourd'hui, on est encore très loin de. Il faut d'abord qu'on l'applique dans le calcul scientifique avant que ce soit appliqué dans un autre domaine. D'accord. Alors, j'arrive plus à lire, c'est un petit peu loin. Dans quel délai pensez-vous que cette technologie sera assez mature pour être utilisée dans la recherche des nouveaux médicaments? Design de nouvelles molécules à visée thérapeutique et prédiction de leur pharmacologie et de leur toxicité. Alors, en un mot, la réponse est double. Et souvent en quantique, c'est comme ça, puisqu'on est superposé. En un mot, il y a une idée qui est que les premières applications avantageuses, les premières applications réelles, c'est la science des matériaux. Donc, les molécules, un catalyseur de CO2, un procédé Haber-Bosch beaucoup plus efficace, les matériaux. Ça, c'est une chose. En même temps, les molécules dont on parle pour la biologie, pour la médecine, sont d'une taille qui est très grande. Ce sont des nombreux atomes. Une protéine, ce sont des milliers d'atomes, donc des milliers d'électrons en tout cas. C'est ça qui compte, ce sont les électrons. Et là, c'est pas encore pour tout de suite. C'est plutôt vraiment au-delà de 5 ans. Donc, c'est un peu incertain. D'accord. Alors, je suis désolé, il y a encore plein de questions, mais on est vraiment en retard. Peut-être une question sur les crypto-monnaies. Est-ce que les bitcoins, c'est un peu plus bas les questions, il y a beaucoup de questions, donc c'est un petit peu plus bas, mais c'est pas grave. Voilà. Est-ce que les avancées de quantum ont un impact direct ou indirect sur l'évolution de la démocratisation des crypto-monnaies? Est-ce qu'effectivement ça va permettre de… Et du coup, je rajouterais même une seconde question complémentaire, sachant que des monnaies comme le bitcoin sont minées et ça nécessite énormément de puissance de calcul, mais c'est aussi la sécurité de la crypto-monnaie. Est-ce que ça peut complètement remettre en cause ou créer des nouvelles crypto-monnaies, entraîner de la création de nouvelles crypto-monnaies? Alors, toujours pareil, oui et non. C'est-à-dire que cette technologie quantique, elle va remuer un peu le monde de la sécurité et de la cryptographie, mais
c'est pas un problème. Enfin, là, pour le coup, on a d'autres solutions. Il suffit d'utiliser autre chose que la multiplication des grands entiers, qui est un truc très simple. Il va falloir changer un peu la panoplie des logiciels, mais au niveau applicatif, les choses, je pense que le Bitcoin, la blockchain vont rester, vont vivre leur vie indépendamment de ça. Il y aura des adaptations techniques à faire pour se protéger d'une éventuelle attaque quantique. D'accord. Très bien. Écoutez, bon, alors, une dernière peut-être entre l'interaction entre l'IA et le quantique. Est-ce que y a des intérêts mutuels complémentaires? Est-ce qu'on parlait de mariage heureux entre l'IA et le quantique? Alors, qu'est-ce qui répond, Aïda? Oui, dans l'IA, qu'est-ce qui est le problème actuel? C'est la puissance du calcul. Ça veut dire beaucoup d'énergie pour faire des calculs simples. C'est par exemple, dans le machine learning, pour comment, dans tous les paramètres qu'on a, par exemple, résoudre, comme c'est expliqué tout à l'heure, la quantique, ça peut avoir un avantage là. Il y a tout ce domaine, ce quantum machine learning, pour faire un petit peu accélérer encore plus, pour améliorer un petit peu tout cet algorithme de machine learning qu'on a actuel dans l'IA. Oui, ça peut être aussi une très bon, mais on est en train de aussi regarder tout ça, mais ça peut être le point commun entre les deux thématiques. Ouais. Très bien. Bon, merci beaucoup. Je suis désolé pour tous ceux qui ont posé des questions à laquelle on n'a pas répondu, mais on va essayer de tenir les délais parce que je sais que nos intervenants ont des obligations. Vous pouvez retrouver les replays, encore une fois, sur notre chaîne YouTube. On va créer des petits podcasts aussi. Si vous n'avez pas le temps de tout regarder en 1 heure, on va vous faire des petits tronçons par thématique que vous pourrez comme ça écouter en allant au travail le matin dans votre voiture ou à vélo. Je vous remercie tous et puis encore une fois, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Merci au BIC de nous avoir reçus à Montpellier. On est ravis d'être présents dans cette magnifique région. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.